Il sera question dans cette présentation de la loi de Hess. Bon, la loi de Hess, c'est une démarche plutôt théorique pour trouver la chaleur d'une réaction. Donc, voilà la réaction de combustion du gaz propane. Bon, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a des réactions qui sont parfois difficiles à faire en calorimétrie. Pour différentes raisons, la réaction est trop lente, elle est trop rapide, elle est explosive, ou on ne dispose pas du matériel requis pour faire cette réaction-là de façon expérimentale. Donc, la loi de Hess permet de faire ceci. Si on n'est pas capable de faire la réaction directement, on peut additionner des étapes qui mènent globalement à cette réaction-là. C'est pour ça que si on vous présente la question suivante, détermine la chaleur molaire de combustion du propane en utilisant les trois équations thermochimiques suivantes. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit les étapes à additionner pour trouver la chaleur de combustion du gaz propane. En fait, c'est comme de l'algèbre un petit peu inversée. C'est comme si on vous fournissait la réponse, à vous de trouver la solution. Bon, ce qu'il faut réaliser maintenant, c'est que l'addition ne se fera pas systématiquement comme les équations sont présentées, parce qu'il faut s'organiser pour qu'une fois additionnées, ces trois équations-là donnent cette équation-là globale. Donc, c'est important de vérifier si les équations doivent être inversées ou multipliées par un coefficient. Comment on fait ça? Ben, il y a plusieurs manières de faire des problèmes avec la loi de Hess. Je vous propose la solution suivante. Partez de l'équation à obtenir, prenez chacune des molécules et allons voir dans quelle équation thermochimique cette molécule-là apparaît. Donc, première molécule, C3H8. Dans quelle de mes équations, la première, la deuxième ou la troisième, on retrouve le C3H8? Bien, on retrouve le C3H8 dans la deuxième. Mais, il faut faire attention. Dans la réaction que je veux obtenir le C3H8 gazeux du côté des réactifs. Dans la deuxième équation, le C3H8 est du côté des produits. Donc, il va falloir faire quelque chose avec cette équation-là. On devra l'inverser. Donc, si on inverse cette équation-là, ben, le C3H8 pourra de cette façon-là se retrouver du côté des réactifs. Retournons à notre réponse parce que n'oublions pas qu'on veut additionner ces trois équations-là pour obtenir l'équation recherchée. Donc, prochaine molécule dans mon équation principale, c'est l'oxygène, O2. Et là, regardez ce qui se produit. J'ai du O2 dans ma première équation et j'ai du O2 dans ma troisième équation. Ce qui est préférable de faire à ce moment-là, c'est de passer cette molécule-là pour l'instant, parce que pourquoi on travaillerait plus la première que la troisième, puis de quelle façon on devrait le faire? Donc, le mieux, quand une molécule apparaît dans deux équations, c'est tout simplement de la passer. Allons voir dans notre équation principale quelle est la prochaine molécule. Ben, c'est du CO2, du côté des produits, 3CO2. Donc, on recherche le CO2. Dans quelle équation on trouve ce CO2? Ben, c'est dans l'équation numéro 3, donc seulement dans l'équation numéro 3 qu'on a du CO2. Bon, bonne nouvelle, le CO2 est placé du côté des produits comme dans l'équation recherchée. Cependant, dans l'équation recherchée, j'ai besoin de 3 CO2. Dans celle-ci, je n'ai qu'un CO2. Comment on peut faire pour avoir 3 CO2 tout en gardant cette équation-là valable au plan du balancement d'équation? Ben, c'est tout simplement de la multiplier au complet par 3. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Puis, voyez-vous, on se laisse une petite note sur le côté. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos équations par après? Donc, on va faire x3. Du même coup, en fait, il nous reste une molécule à regarder dans l'équation principale, qui est le H2O, 4H2O. Où est le H2O? Ben, il est dans la première équation. Il est du bon côté. Je vous ferai remarquer ceci. Cependant, il n'est pas dans les bonnes proportions. Il faudra avoir 4H2O. Donc, on devra tantôt multiplier la première équation par 4. Et là, je vous donne le conseil suivant. N'essayez pas de résoudre ce problème-là, donc effectuer un problème avec la loi de Hess en essayant de travailler directement là, dans vos équations. C'est important de réécrire les trois équations avec les changements qu'on doit leur apporter. Donc, la première multipliée par 4, la deuxième, il faut l'inverser, et la troisième multipliée par 3. Donc, on prend le temps de faire ça, et une fois que c'est fait, on va commencer à travailler notre loi de Hess. Donc, je réécris mes trois équations
que j'ai annoté tantôt. Maintenant, on arrive à l'application de la loi de S. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, il y a sûrement des termes qu'on peut simplifier. Donc, en algèbre, si vous avez un 2x à gauche et vous avez un 2x à droite, ces 2x-là vont disparaître parce qu'en transférant un 2x de l'autre côté, il va se soustraire et les x vont disparaître. Ici, on a des molécules. On a 3 carbones ici à droite et on a 3 carbones à gauche. Donc, ce qu'on va faire, clic, clic, on va annuler nos carbones. Il y a du H2 ici du côté des produits, 4H2 et 4H2 ici qu'on peut annuler. Il nous reste quoi au niveau des molécules? Parce qu'on va traiter d'abord les molécules avant de parler de l'aspect énergétique. Il nous reste du C3H8, 3O2 et 2O2. 3O2 puis 2O2, ça fait 5O2. Exactement le nombre de O2 qu'on a dans notre équation principale, c'est plutôt bon signe. 3CO2 et 4H2O. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sépare. Donc, un petit conseil technique, placez vos flèches toujours une en dessous de l'autre. Ça facilite la vision du problème, qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite de nos flèches. Donc, qu'est-ce qui nous reste au global en termes de molécules dans les réactifs et dans les produits? Il nous reste ceci. On retrouve bel et bien C3H8 gazeux plus 5O2 du côté des réactifs, 3CO2 plus 4H2O du côté des produits. Maintenant, il nous reste à traiter l'aspect énergétique. Souvent, ce qui cause problème, c'est qu'on ne sait pas est-ce que les kilojoules, c'est à gauche ou à droite, qu'on va mettre nos kilojoules dans notre équation principale. Je ferai remarquer ceci. On a 103,8 kJ à gauche ici et on a 1180,5 kJ et 967,2 kJ dans l'équation 2 et 3. Donc, clairement, on a plus de kilojoules à droite qu'à gauche. Donc, on sait déjà que les kilojoules vont apparaître à droite dans l'équation. En fait, là, maintenant, c'est un peu d'algèbre assez simple. On additionne ces deux valeurs-là et on va venir enlever le 103,8 ici. On va venir le soustraire ici. Et on va obtenir finalement la chaleur de la réaction qui est, dans ce cas-ci, 2043,9 kJ. Donc, les kilojoules sont placés à droite. Il y a donc expulsion de chaleur. Ça veut dire que le niveau d'énergie interne a baissé. Le delta H est donc de moins 2043,9 kJ. Voilà une application classique de la loi de Hess pour trouver la chaleur d'une réaction. Fin de la présentation.